3 minutes et 42 secondes et c'est l'événement devant la Courage, piloté par Eric Hellary, Bob Volek et Mario Andretti. Et pour l'instant, c'est Eric Hellary qui est à bord de la Courage. C'est l'événement qui s'est produit il y a, disons, un quart d'heure. La Courage a dépassé la deuxième McLaren. Comment nous savons tout ça, ces chronos, ces temps? Nous le savons avec cette petite boîte-là que j'ai entre les mains en ce moment. C'est un transpondeur et on peut le montrer, voilà. Un transpondeur, c'est-à-dire un appareil émetteur de signaux qui est à bord des voitures. Au moment où elles passent sur la ligne d'arrivée, elles envoient un petit signal et c'est récupéré par les chronométreurs officiels. Lionel Chamoulot, Henri Pescarolo, on va vivre 25 minutes formidables. Alors on l'espère vraiment, c'est parti pour en tout cas. C'est vrai qu'il y a 3 minutes et 42 secondes d'écart, Gérard, entre la voiture de tête que vous voyez là, c'est la voiture noire, la McLaren pilotée actuellement par Yannick Dalmas, et derrière, eh bien c'est Bob Volek qui est au volant de la Courage. Il y a 3 minutes donc 42 d'écart, ça paraît beaucoup car en regardant les chronomètres, lorsque la Courage eh bien essaie de revenir, appuie sur l'accélérateur, on se rend compte, Henri Pescarolo, que Yannick Dalmas est en mesure de répondre et reste à peu près dans le même temps que de la Courage, ce qui veut dire que c'est très difficile maintenant de revenir à, je dirais, à la régulière. Oui, on a vécu une fin de course palpitante qui est pas loin d'être terminée, mais déjà il y a pas très longtemps il y avait les deux McLaren en tête. Dans un rush formidable, d'abord Eric Hellary, ensuite Mario Andretti et enfin Bob Volek ont réussi à rattraper une partie du temps perdu. Je dis bien une partie du temps perdu parce que vous vous souvenez tous que l'accident de Mario Andretti a fait perdre 30 minutes à la Courage. Rattraper 30 minutes par rapport à des voitures très compétitives comme les McLaren, c'est mission impossible. Ils se sont quand même lancés dans cette aventure tout à fait difficile à réaliser. Ils ont en partie comblé leur retard, mais il y en a toujours une devant, c'est celle de Yannick Dalmas. Et je dois dire que je suis très heureux pour Yannick qui se plaignait un petit peu avant le départ de cette course d'avoir été oublié par les grandes écuries, les écuries favorites, et il ignorait à ce moment-là que McLaren était aussi une écurie favorite, parce qu'on savait très bien que le moteur BMW qui est dans la McLaren est un moteur très fiable. À ce sujet, on peut donner une petite anecdote. Quand on achète une McLaren pour courir la saison BPR, c'est-à-dire la saison de grand tourisme qui comporte 16 courses plus les 24 heures du Mans, le moteur est garanti pour la totalité de la saison. Ça veut tout dire. On est sûr de son coup, effectivement. Voici donc Yannick Dalmas en photo, vous connaissez ce visage. Yannick est donc un pilote que vous avez sans doute remarqué notamment en Formule 1. Il a couru 22 Grands Prix et puis il a réussi une très très belle reconversion avec Jean Todt et toute l'écurie Peugeot. Il a vécu la belle aventure de la 905, il a été champion du monde des voitures de sport. Il a gagné Le Mans une première fois justement sur cette voiture en 92 et puis il est tenant de titre puisque l'année dernière il était sur une Porsche. Il a donc de nouveau remporté cette épreuve. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont 3 victoires. Ça serait simplement le 7e pilote de l'histoire à venir inscrire son nom au palmarès avec 3 victoires. Vous êtes encore devant Yannick Dalmas, Henri Pescarolo, mais enfin c'est pas mal ce qu'il est en train de faire Yannick. Sans doute que son expérience a été très importante parce qu'il était avec un pilote finlandais, Gigi Leto, qui lui était aussi à sa 3e participation, qui est un pilote excessivement rapide mais qui n'a peut-être pas la culture de l'endurance, et il était aussi associé à Masanori Sekiya, le japonais. Oui. Pardon. Du côté des chasseurs, du côté de la Courage avec Thierry Blanco qui a Eric Hellary près de lui. Oui, Gérard, tout à fait avec Eric Hellary. Eric qui a un regard sur l'écran que nous avons derrière nous, que nous allons vous montrer tout à l'heure avec l'écart des temps. 4 minutes 02 à la régulière, c'est pas possible d'aller chercher cette McLaren. Non, effectivement, c'est pas possible. Ceci dit, avec les petits malheurs qu'on a eu, on peut bien espérer que la voiture de tête aura des malheurs elle aussi. Et vous savez, au Mans, c'est 24 heures. C'est pas 23h50, c'est 24 heures. Et si la voiture de tête a un problème, ne serait-ce que dans la dernière minute, on peut gagner. Donc on y croit tous. Enfin, 24 heures et ça se joue à un sprint de quelques tours. C'est quand même extraordinaire, ça. Oui, c'est vrai. Ceci dit, on a perdu 30 minutes au stand malencontreusement. Et c'est pour ça qu'on est 2e aujourd'hui. Sinon, on aurait pu tranquillement assurer la victoire. Donc, je crois que c'est bien pour tout le public et tous les téléspectateurs. La victoire va se jouer dans la dernière minute. Mais on attend avec vous.
Voilà. Merci Oui. Thierry. Lionel, avant de replonger avec grande intensité dans les dernières minutes de course, on va aller faire un tour du côté de l'hôpital du Mans. Pourquoi? Parce que hier soir, aux alentours de 18h30, il y a eu un grave accident dans la ligne droite de Hunaudière. La WR numéro 8 est partie en tête à queue et Patrick Gonin, qui la pilotait, s'est retrouvé sur le toit, blessé aux côtes. Et depuis, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Laurent Frédéric Bollé est avec lui en ce moment. Laurent Frédéric. Oui, Gérard, effectivement, nous nous trouvons au centre hospitalier du Mans où a été transféré hier en fin d'après-midi Patrick Gonin à la suite de son accident dans la ligne droite des Hunaudières sur la WR numéro 8. Patrick Gonin se trouve dans cette chambre. Problème. Excusez-nous, nous avons à l'évidence une rupture de faisceau, comme on le dit dans notre langage traditionnel. C'est assez rare que cela arrive avec une destination aussi proche que Le Mans. Alors je vais peut-être demander à nos amis techniciens ce qu'il en est. Bon, apparemment, cette rupture a l'air de se poursuivre. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment extrêmement fâcheux que cela se produise à ce moment-là, à peu près 20 minutes de la fin de la course. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit appel vers Rome où se poursuit normalement la Coupe d'Europe de gymnastique. J'espère évidemment que nous ne sommes pas dans une période de préparation ou d'échauffement des gymnastes. Ce que je peux faire également, c'est vous donner peut-être quelques résultats. Sachez notamment qu'en golf se déroule actuellement l'Open américain. L'Open américain est l'une des 4 épreuves du Grand Chelem qui se déroule en ce moment même sur le parcours de Shinnecock Hills. Cela se passe dans la presqu'île de Manhattan, non loin de New York, et c'est une formidable bataille qui oppose l'Australien Greg Norman au Japonais Jumbo Ozaki, au Britannique Nick Faldo et à l'Américain Phil Mickelson. Le dernier tour va avoir lieu ce soir. Le parcours de Shinnecock Hills est un parcours centenaire et évidemment dans notre émission L'heure du golf qui est diffusée, comme vous le savez désormais, tous les vendredis soirs et non plus le jeudi soir. Dans notre émission donc de vendredi prochain, nous vous rendrons compte bien entendu de l'épilogue de cette compétition. Et puis alors il y a toute une série d'autres événements sportifs qui se déroulent bien entendu ce week-end comme vous le savez. Je veux parler notamment de l'athlétisme. Hier en compagnie de Patrick Montel et de Bernard Faure, nous étions à Lille Villeneuve d'Ascq pour le meeting du même nom. Marie-Jo Pérec n'a pas véritablement réussi sa rentrée. Elle a tout de même dominé sans trop forcer son talent un 400 mètres haies qu'elle n'avait pas couru depuis près de 6 ans. Mais Lille Villeneuve d'Ascq, le stadium du Nord, nous le retrouverons dès la semaine prochaine. Cette fois, il s'agira de la phase finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme. Alors je crois, ce sera donc pour samedi et dimanche prochain. C'est vraiment de la télévision live, comme on le dit dans ces cas-là. C'est de la télévision sans filet. Je pense que la liaison avec Le Mans est rétablie. Mon cher Gérard, vous allez pouvoir sans doute nous le confirmer. Oui, voici Andy Wallace sur sa McLaren. Numéro 51 qui est en 3e position. Formidable. Il est à un tour. Au moment où vous aviez des émotions. Nelson, au moment où vous aviez donné l'antenne à Rome, je pensais à Rome, unique objet de mon ressentiment. Rome à qui j'allais immoler mes voitures. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, heureusement. Vous vous rendez compte? Premier pépin technique, ça fait plus de 24 heures qu'on est ensemble. C'était juste un signe des dieux pour rappeler que nous sommes faillibles. Mais on va aller jusqu'au bout. On va vivre un grand moment là. Alors simplement, Laurent Frédéric Bollé, oui, on va reposer la question à Patrick Gonin sur son état de santé parce que c'est vrai que c'était assez inquiétant hier quand il a quitté avec les ambulances ici le circuit. On s'inquiétait beaucoup sur son état de santé. Laurent Frédéric Bollé, vous êtes donc à côté de Patrick Gonin. Tout de suite, évidemment, première question, comment vous sentez-vous, comment allez-vous? Ça va mieux, je reprends peu à peu la forme, si je puis dire. Hier, c'était très difficile. De quoi souffrez-vous exactement? D'après les médecins, mais maintenant c'est sûr, fracture de 4 côtes,
fracture de l'omoplate et puis une compression au niveau du poumon qui me donne quelques difficultés à respirer. Oui, donc c'est pas rien. Vous savez à peu près combien de temps vous allez devoir rester immobilisé forcément? Non, je sais pas, mais enfin bon, je pense pas trop pour l'instant. Est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé hier dans la ligne droite des Hunaudières? Ah, tout à fait, ça s'est passé précisément juste après la courbe de Mulsanne, située entre la courbe de Mulsanne et la bosse des Hunaudières. Et la voiture est partie tout simplement alors que j'étais en pleine ligne droite en aquaplaning à fond de 5e. Et là après, j'ai eu la chance de ne pas toucher de rail. Je suis resté sur la piste et c'était donc à la fois sur l'arceau de la voiture que je frottais et à la fois sur le casque. Ok Patrick, on va vous laisser vous reposer dans un premier temps tranquillement et puis on vous souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. Voilà Gérard, eh bien, nous étions avec Patrick Gonin, on peut peut-être rassurer tout le monde, ça sera long mais rien de vraiment très très grave. Retour sur le circuit, c'est à vous Gérard. Oui, merci Patrick Gonin, merci aussi à l'équipe WR car nous sommes les premiers à avoir des nouvelles comme ça et pouvoir rentrer dans sa chambre. Allez tout de suite, les 15 dernières minutes maintenant des 24 heures du Mans 95 avec donc en tête la 59, Lionel Chiamulo, Henri Pescarolo, c'est à vous. Et elle se faufile, cette voiture 59, au milieu des voitures beaucoup plus lentes, vous le voyez. Le rythme est toujours assez élevé, évidemment, car Yannick Dalmas sait très bien que la Courage fait tout pour remonter, pour revenir à sa hauteur. Donc il est obligé de tourner quasiment aux alentours de 4 minutes. Pour l'instant, il est en 4,04, alors que, bien sûr, Bob Volek, lui, essaie d'être plus rapide. Il est en 3,59 pour l'instant, mais ça va être insuffisant pour revenir. Vous voyez l'écart, 3 minutes et 34 secondes entre la McLaren et la Courage numéro 13. Alors évidemment, il va falloir rester très attentif, Henri, être très très concentré au moment de doubler ces voitures qui parfois ralentissent, sont un petit peu qu'on appelle des chicanes mobiles. Il va falloir être très très attentif, rester concentré comme s'il fallait continuer encore le plus longtemps possible. À l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus facile de rester concentré quand on est en pleine bagarre comme ça jusqu'à la fin, parce que très souvent, vous avez pu sans doute remarquer que la dernière heure ou les dernières heures sont assez fastidieuses quand les positions sont établies depuis très longtemps, quand il y a plusieurs voitures de la même équipe qui respectent un tableau de marche. On assiste à une procession en fin de course sans intérêt sur le plan sportif, et c'est dans ces conditions qu'il est très difficile de rester concentré parce qu'on roule doucement, on n'est pas à la limite, on rattrape des voitures qui elles aussi font un peu n'importe quoi, et on a assisté quelquefois en direct en fin de course des 24 heures du Mans, soit des accrochages, soit des incidents qui étaient dus plus à des fautes de déconcentration. Alors là on voit Yannick Dalmas qui maintient la pression puisque tourner en 4,03 à quelques minutes de la fin de la course, c'est un rythme très élevé. Bob Volek derrière doit se rendre compte que de toute façon il ne pourra plus le rejoindre, mais il est en 4,01, il a même fait 3,59 il y a un ou deux tours. C'est encore un rythme très très soutenu parce qu'on est obligé de se dire même à 10 minutes de la fin que si jamais la voiture de tête a un tout petit ennui, on pourrait regretter après de ne pas avoir forcé la cadence et pour la doubler juste avant l'arrivée. Donc les deux positions de tête sont encore possibles à inverser. Il suffirait que Yannick Dalmas ou que sa voiture ait un petit problème pour que Bob Volek et la Courage puissent passer devant. Tout le monde y croit encore, même dans des positions qui paraissent perdues pour la Courage. Alors on a vu la foule qui est revenue sur le circuit, les tribunes sont complètement garnies. Il n'a pas fait très beau, mais toute la nuit, le public est resté là. Et il y a une colonie britannique très très importante qui évidemment était habituellement derrière les Jaguars et qui maintenant se retrouve derrière cette fabuleuse voiture, cette McLaren F1 qui a réussi vraiment un festival incroyable. Alors là on revient avec la Courage, avec Bob Volek qui continue à être le plus vif possible, à être le plus rapide possible. Il faut jouer maintenant le va-tout absolu pour Bob Volek. Il le sait bien, il a beaucoup donné, Bob, pour donner des conseils, pour essayer de motiver tout le monde. Et c'est le final maintenant, et ça peut être le scénario le plus terrible, car si ça se trouve dans 13 ou 14 minutes maintenant, eh bien cette voiture va échouer, mais de très peu. Alors que là on parlait des supporters britanniques, regardez-les, ils sont là tout drapeau dehors. Et quelques drapeaux français bien sûr pour encourager encore l'écurie Courage qui pour sa 14e participation espérait bien enfin inscrire son nom au palmarès des 24 heures du Mans. Et on va bien sûr beaucoup regretter la sortie de piste de Mario Andretti, mais ça fait vraiment complètement partie de la course.
Bob Volek qui bénéficie là d'une piste complètement dégagée. Il peut prendre la trajectoire qui lui convient. Bien sûr, il n'est plus question maintenant de ravitaillement pour l'une ou l'autre des voitures. Et dans le stand de courage, bien sûr, on attend de voir ce qui va se passer, mais il y a certainement une énorme déception d'échouer finalement d'aussi peu pour cette 63e édition des 24 heures du Mans face à des grands tourismes, face à des GT, avec ce retour hallucinant donc pour les McLaren qui vraiment ont impressionné tout le monde dans cette épreuve d'endurance la plus prestigieuse du monde. Nouvelle ligne droite là pour Bob Volek. Je crois qu'on peut faire remarquer les conditions épouvantables dans lesquelles s'est déroulée cette édition des 24 heures du Mans. J'étais en train d'essayer de me souvenir, on n'a pas eu de pluie au Mans depuis quelques années. Et beaucoup de pilotes ont découvert la conduite de nuit au Mans dans des conditions très difficiles. Et c'était des conditions encore plus difficiles que la vraie pluie parce que la piste était très irrégulière quant à son humidité. Il y avait de temps en temps les trajectoires qui séchaient, de temps en temps la piste avec une petite ondée qui revenait, de temps en temps des endroits du circuit beaucoup plus mouillés que d'autres. C'était un circuit vraiment très très piégeux avec une visibilité au milieu de la nuit et l'apparition d'un petit peu de brouillard qui faisait qu'il fallait avoir beaucoup en même temps d'expérience et en même temps beaucoup de prudence tout en allant très vite parce que les positions étaient très très proches les unes des autres. Et c'est là que les McLaren se sont révélés très efficaces parce que sur le sec, il est évident que les prototypes comme les Courage ou comme même la voiture de Kremer qui semblait un petit peu moins bien au point que la Courage aurait été largement devant puisque sur le plan des performances, il faut se rappeler qu'il y a eu 30 minutes d'arrêt au stand pour la Courage, donc elle arriverait en ce moment avec 30 minutes d'avance sur le plan des performances pures. Mais la surprise, ça a été que sous la pluie, les McLaren se sont avérés plus efficaces que les prototypes parce que il faut rappeler que nous avons une limitation en ce qui concerne l'appui aérodynamique de nos voitures et à ce moment-là, le poids redevient un facteur de motricité sous la pluie. On se rappelle d'une année où des Ferrari marchaient aussi vite que les prototypes, des Ferrari Grand Tourisme, des GTO, simplement parce qu'elles ont beaucoup plus de motricité, beaucoup plus d'adhérence pour se relancer en sortie des virages. Là, vous parlez de ces conditions très difficiles, Henri. Il ne reste plus que 23 voitures en course pour l'instant à quelques minutes maintenant de l'arrivée. Seulement 23 voitures sur 48 qui étaient au départ. Mais ce serait intéressant de faire la proportion des abandons sur accident. Il y a énormément de voitures qui ont abandonné sur sortie de route. Il y a un vrai cimetière derrière. Oui, devant nous, ce serait drôle de voir les stands parce que beaucoup de rideaux sont fermés et tous ces rideaux sont les stands des voitures qui ont été accidentées pour la plupart. Alors en dehors de Patrick Gonin, il n'y a pas eu d'accident grave. C'était des têtes à queue qui se terminaient contre un rail, quelquefois avec un peu moins de chance que Mario Andretti. Les voitures ne pouvaient pas repartir, mais c'était vraiment très très dur de ne commettre aucune faute et je crois qu'on peut vraiment tirer un coup de chapeau à Yannick Dalmas, à Bob Volek, à ceux qui sont en tête actuellement parce que passer à travers tous les pièges au cours de cette nuit, c'était vraiment du grand art. Et le classement avec cette série impressionnante de McLaren, seule la Courage a réussi à s'intercaler dans les 4 premiers. On parlait de Patrick Gonin, s'il nous écoute, on voudrait le saluer à notre tour et lui dire qu'il a bien sûr toujours le record du tour en 3,51,41. Il a tourné à 211 km/h de moyenne, un peu plus, même 573. Donc il aura bien comme meilleur souvenir pour lui de ces 24 heures du Mans qui resteront marquées par son accident, le meilleur temps à son actif. Et puis il y avait la première ligne qui était entièrement prise par les deux WR et c'était un exploit tout à fait remarquable parce qu'en début de course, j'en ai parlé avec Bob Volek, moi j'avais adopté un rythme un petit peu plus lent volontairement. J'avais aussi une voiture un petit peu plus lente que celle de Bob Volek, mais lui me disait que derrière les WR, elles étaient non seulement plus rapides en ligne droite, mais plus rapides en tenue de route et plus rapides en sortie de virage. C'est vraiment des voitures très efficaces. On revient sur Yannick Dalmas donc, qui n'est plus qu'à 6 minutes 30 du bonheur alors que là on est à bord de la Honda NSX des Japonais. Cette Honda qui eh bien, malgré tout aura tenu quand même dans sa catégorie le haut du panier avec cette GT2. Elle est en tête devant 2 Callaway et 2 Porsche donc
bonne tenue de cette Honda. On est ravis pour nos amis japonais qui suivent avec un intérêt énorme les 24 heures du Mans. Là-bas, c'est une course qui est la plus populaire de toutes les courses, même de celles organisées dans leur pays. Et la télévision japonaise retransmet des heures et des heures de direct, car là-bas, cela passionne un énorme public qui a des taux d'écoute absolument faramineux, même en pleine nuit avec le décalage horaire. Donc on voulait saluer cette Honda classée donc première dans le groupe GT2. Et les drapeaux britanniques qui sortent, Union Jack qui flotte pour saluer ce qui va être sans doute la victoire probable. On ne va pas trop s'avancer, il reste à peine 5 minutes de cette McLaren. Cette McLaren à moteur BMW, c'est un V12 à 60 degrés. C'était une voiture qui a été rêvée, imaginée par Ron Dennis, le patron de l'écurie F1 McLaren, qui voulait absolument amener son savoir-faire dans une autre catégorie de voitures. Il a demandé à Gordon Murray, un créateur génial, un ingénieur génial, de créer en fait la voiture absolue, la meilleure voiture qu'on pouvait mettre sur la route. Alors au début tout le monde était un petit peu sceptique, ça a été difficile comme démarrage puisque cette voiture coûte $1 million, c'est-à-dire un peu plus de 5 millions de francs, et évidemment il n'y a pas eu beaucoup d'acquéreurs au début, mais elle a réussi cette voiture à s'imposer dans le championnat BPR, et maintenant elle réussit à s'imposer dans la plus prestigieuse des courses au monde, les 24 heures du Mans. Et Ron Dennis, qui est un homme qui a des objectifs très précis, n'imaginait peut-être pas qu'il remporterait un succès aussi important avec ces voitures qui maintenant vont rentrer elles aussi dans la légende du Mans. Elles rappellent certaines grandes voitures qui ont couru ici. En fait, je crois que Ron Dennis peut remercier la crise internationale qui a eu lieu, parce que vous savez qu'à un moment il y a une flambée sur les prix des voitures extraordinaires. Toutes les voitures devenaient des voitures de collection. C'était un investissement rentable que d'acheter une voiture. Donc beaucoup de constructeurs se sont lancés dans la construction de ces voitures de prestige. Et la crise venant et voyant qu'il n'était pratiquement plus possible de vendre ce genre de voitures, Gordon Murray, lui, s'était fait plaisir en construisant tout simplement un prototype routier, parce qu'il faut bien reconnaître que quand on a vu une GT40 sur le circuit des 24 heures du Mans et quand on voit une McLaren maintenant, c'est pas très différent. Non. Et ne pouvant plus vendre beaucoup de voitures, ou même pas du tout à ce prix-là, ils se sont orientés vers la compétition, alors qu'à l'origine c'était pas du tout le but de l'opération. Il n'était pas question d'engager des McLaren F1, elle s'appelle F1, mais des McLaren GT dans un championnat quelconque qui n'existait d'ailleurs pas. Et quand le championnat BPR a vu le jour, eh bien McLaren a saisi l'occasion et a lancé la fabrication ou la préparation de 5 ou 6 voitures donc spécialement adaptées à la course, et c'était d'autant moins dur que, comme on l'a dit tout à l'heure, Gordon Murray s'était fait plaisir en construisant tout simplement un prototype pour la route. On a vu les drapeaux Ferrari aussi qui sortaient des stands pour saluer le passage de Michel Ferté, qui est en 12e position avec Thévenin et Palao. Et ça, c'est une grosse surprise, parce que dans le championnat BPR, les Ferrari F40 ont une réputation d'être très rapides mais absolument pas fiables. Elles terminent jamais des courses de 4 heures. Et là, Michel Ferté et son équipe étaient en train de prouver que finalement une F40 bien préparée peut terminer une course de 24 heures, et c'est la grosse surprise. Alors le public se prépare pour cette arrivée. Vous savez que généralement, eh bien, ce public envahit la piste. Il reste encore quelques minutes, car hier le départ a été donné à 16h01, c'est dire la précision au moment du départ. Donc on s'achemine vers cette victoire, cette 3e victoire pour le Français Yannick Dalmas, qui est actuellement à bord de cette voiture toute noire et qui continue à tourner dans un très très bon rythme en 4 minutes et 9 secondes. Bob Volek est en 3,59, mais il est loin, à plus de 3 minutes, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écart. Et on se prépare à passer le drapeau à damier après 24 heures de course, donc tout le monde attend cette victoire. Le public commence à se masser au bas des tribunes. Alors bien sûr, on va rester avec Yannick Dalmas, car c'est un énorme moment pour le sport automobile. Les 24 heures du Mans ont changé de règlement à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Et là, on était ravis de retrouver finalement un plateau qui paraissait un petit peu disparate, mais où on s'est rendu compte que en profitant des circonstances de course, par le biais aussi d'aménagement dans le règlement, eh bien, on pouvait proposer un plateau excessivement intéressant et spectaculaire sur le plan de la course, avec des rebondissements. C'est vrai qu'on était tous
tous dans l'incertitude, il faut bien le reconnaître, au moment du départ de ces 24 heures du Mans, se demander si les GT étaient capables d'aller chercher les prototypes. Eh bien, on a une réponse, et quelle réponse, avec notamment ces McLaren. Alors, l'équipage est composé de Masanari Sekoyana, qui est un japonais. Il s'est même marié ici aux 24 heures du Mans en 1987, c'est Kia. Et puis donc il y avait Gigi Leto, le finlandais, de son vrai nom Jirki Jarvi Leto, qui a disputé déjà 62 grands prix en Formule 1, et Yannick Dalmas, alors qu'il reste donc à peine une minute. Là, il n'a pas de chance parce qu'il vient de passer devant le drapeau à damier 1 minute trop tôt, il est obligé de faire un tour de plus. Il va faire un tour de plus, Yannick, c'est vrai, à quelques secondes près c'était terminé, mais enfin apparemment il n'y a pas de problème, il continue sur un bon rythme. La boîte de vitesse de la McLaren en 3e position était tout à l'heure une source d'inquiétude pour l'écurie avec Andy Wallace au volant et la famille Bell, mais là apparemment Yannick lui continue sur son rythme sans problème. Il a course gagnée maintenant. Une belle performance aussi de Derek Bell qui a déjà gagné donc 5 fois les 24 heures du Mans. Il a failli passer tout près de l'exploit, regagner une 6e fois alors qu'il avait annoncé sa retraite il y a 2 ans. Pour la 1e fois d'ailleurs. Pour la 1e fois. Et puis en plus courir avec son fils, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dans l'histoire des 24 heures du Mans qui ont failli gagner avec un équipage père et fils. Il y avait Rosier dans le temps, si mes souvenirs sont exacts, qui a couru avec son fils. Belle performance aussi d'une autre McLaren, celle de notre ami Grouillard, avec Giroir, qui a fait une très belle performance. C'est leur première année de course dans la série BPR et dans la série Grand Tourisme. Et aussi ils ont perdu du temps au départ, mais avec un incident. Ouais, une voiture arrêtée, c'est la Honda malheureusement qui est à l'arrêt, alors que là cette fois, eh bien, on va baisser le drapeau à damier pour eh bien voilà, c'est fini avec la précision du chronomètre, vous le voyez en haut. On a dépassé les 16 heures et Yannick Dalmas va boucler son dernier tour. Il va pouvoir profiter là dans sa voiture de cette joie immense, car c'est vrai que Henri le précisait tout à l'heure, il était très déçu, il se disait mais enfin j'ai réussi à gagner 2 fois le Mans et je n'arrive pas à avoir un volant. Il pensait pouvoir conduire pour Kremer cette année. Finalement il n'a pas pu trouver sa place dans les équipages de l'écurie allemande. Il était un peu déçu et finalement il a signé pour McLaren. Il n'a pas à le regretter, alors qu'il y aura beaucoup de regrets, de déception dans le stand Courage, car Bob Olek va échouer à 3 minutes à peine de Yannick Dalmas. Cette 2e place au goût très amer. Encore une fois, cette voiture avait la possibilité de gagner s'il n'y avait pas eu cette sortie de route de Mario Andretti hier, qui a cassé l'aileron arrière, qui a endommagé l'arrière de la voiture. Il a fallu 30 minutes pour réparer, et cela finalement a condamné cette voiture à ne pas gagner. 14e participation et toujours pas de victoire, alors qu'on espérait beaucoup cette année dans l'écurie régionale, dans l'écurie locale. C'est quand même le plus beau résultat au Mans d'une Courage, il faut le faire remarquer. C'est sûr que c'est une très belle récompense pour cette écurie très méritante, mais il est vrai aussi qu'il doit y avoir beaucoup de regrets en ce moment chez Courage et chez tous les sponsors de l'écurie, parce que c'était la voiture pour gagner. Je l'avais un petit peu annoncé avant la course, c'était vraiment la voiture favorite avec un moteur Porsche d'usine. C'est la première fois que Porsche... Lionel, Henri. Voilà, oui. Bah écoutez, nous sommes maintenant avec l'équipage victorieux ici, avant qu'ils entrent sur le podium, avec Gigi Leto qui est en train de regarder sur la piste. Ils sont très heureux. J'espère que vous avez l'image, parce qu'on travaille dans des conditions vraiment pas faciles. Non, voilà. Pour l'instant on a la voiture, Thierry, la voiture qui continue, qui n'est pas encore dans la ligne droite. Parce que tout a été facile jusqu'à maintenant. La voiture va arriver, elle est en tout cas en pleine forme sur le circuit, ne vous inquiétez pas. Avec ce système où on abaisse le drapeau non pas devant la voiture de tête, mais à 16 heures, c'est-à-dire après 24 heures de course, ça fausse un petit peu l'arrivée, parce qu'il serait plus logique d'abaisser le drapeau devant la voiture qui gagne, ce serait beaucoup plus simple. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, elle roule, elle arrive, et il n'y aura pas de déception pour notre ami Yannick Dalmas. Il a vraiment gagné pour la 3e fois les 24 heures du Mans. Chapeau Yannick. Voilà. Lionel, oui. Vous avez une image de Gigi Leto? Toujours pas. Voilà, Gigi. Voilà Gigi, fantastic race, fantastic victory. Very fantastic. I'm just waiting to see the car crossing the finish line. I mean, it hasn't crossed it yet, so we are really waiting. But it was a long race, especially when it was raining, and very hard, but the car was working very well all the time, and
the team was working wonderfully, and all the drivers were very, very equal. No mistakes, so that was the reason we won. Voilà, on va traduire. Fantastique, voilà, on va traduire. Vous traduisez Lionel, je peux traduire. Il a envie d'aller très rapidement sur le bord de la piste pour voir l'arrivée. JJ Lehto, il remercie toute l'équipe qui a été formidable et sa voiture justement arrive. Passe la ligne d'arrivée là. Ça y est, cette fois c'est sûr, Yannick Dalmas a remporté pour la 3e fois les 24 heures du Mans. Il a tout de suite arrêté sa voiture, il ouvre sa portière pour saluer ses amis. Et ils sont nombreux au bord de la piste à ovationner Yannick. On est ravis pour lui. C'est un pilote de grand talent, très humain, qui a vraiment réussi une belle reconversion après la Formule 1 et qui est là une nouvelle fois récompensé par cette très très belle victoire. JJ Lehto, évidemment, lui aussi est ravi. Il avait eu quelques déconvenues en Formule 1 à la suite d'un accident où il a été touché au cervical. Et bien là, ça lui promet vraiment de bons moments d'avoir réussi à remporter ces 24 heures du Mans. C'était sa 3e participation au Mans à JJ Lehto. Il avait été obligé d'abandonner en 90 et en 91, il avait terminé 9e. Les Japonais aussi, des équipes japonaises qui applaudissent. C'est un petit peu le moment des bilans, de la fête pour les uns, de la déception pour les autres. Mais il y a toujours quelque chose qui prédomine ici, c'est quand même d'ovationner tous ceux qui terminent, tous ceux qui ont réussi à rester sur cette piste pendant 24 heures, de fournir un spectacle superbe. Et on a été vraiment ravis de vous proposer ces 24 heures du Mans, car c'est un peu des 24 heures du Mans nouvelle génération qu'on a pu vivre maintenant avec cette nouvelle confirmation de cette voiture extraordinaire qui est la McLaren F1. On voit déjà les pilotes qui ont la couronne des vainqueurs. C'est une tradition qui avait un peu disparu des podiums, mais là on retrouve les couronnes de fleurs autour des coups des vainqueurs. Alors que là vous avez le classement, ce classement donc qui nous permet de voir que la Mazda finalement termine en 7e position. La Honda est 8e et c'est celle qui était arrêtée sur la piste juste avant 16 heures. Oui, mais le règlement a changé, il n'y a plus besoin de franchir la ligne d'arrivée pour être classé, donc il n'y a pas de problème pour elle. Et ce drapeau anglais qui va flotter donc sur le Mans. « 23 voitures à l'arrivée. Et les voitures qui, après être passées devant la foule, eh bien, vont dans le parc fermé pour les vérifications techniques. Et voilà Yannick Dalmas qui est descendu, qui enlève très calmement ses gants, qui va enlever son casque aussi pour respirer enfin, car cette fin de course a été palpitante. Longtemps, cette équipe était obligée de se battre pour revenir à hauteur de l'autre McLaren, celle de Wallace et de la famille Bell. Et ce matin, ils sont parvenus à reprendre la tête, à profiter aussi d'un petit problème de boîte de vitesse ou de transmission de l'autre McLaren pour se frayer un chemin vers la première place. Une formidable récompense pour Yannick, parce que vous savez que maintenant il a fait son deuil de la Formule 1. On l'avait annoncé comme le nouveau Prost, c'était le grand espoir. Il a malheureusement raté sa chance en étant dans une voiture non compétitive au départ de sa carrière. Maintenant, il s'est reconverti en Allemagne dans le championnat des voitures de tourisme. Avec Opel. Et revenir au Mans dans une voiture qui n'était pas favorite et gagner la course, certainement grâce au brio des 3 pilotes. Yannick est un pilote formidable, formidablement sûr et formidablement rapide. C'était une énorme récompense pour lui, il le mérite vraiment. Thierry Berthaud. Oui, il nous reste 1 minute, alors les confidences de Mario Andretti par exemple. Oui, Mario, are you not so sad at the moment? Oh no, not sad at all. I mean, I think we had a good race and we did the best we could. On a fait une belle course. Just certain things that happened and il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. The car just went through without any problem. C'est normal dans ce genre de course qu'on ait des problèmes aussi. Je suis très fier des efforts qu'on a fait. Eric here and Papa Volek, everybody did very well, I think. Back in Le Mans next year? Hopefully, yes. J'espère vraiment revenir l'année prochaine. Même si on lui a volé son casque, parce que pendant la nuit on a volé le casque de Mario Andretti pendant que sa femme dormait dans la caravane juste derrière. Là-bas il y a quelqu'un qui est rentré dans la caravane et qui a volé le casque. Quel joli souvenir. Nous on va essayer de piquer la McLaren. Hein. Oh, carrément, c'est bon, d'accord. Ok, on se retrouve dans Stade 2 sur la 2 tout à l'heure avec Yannick Dalmas. Les coulisses sur cette McLaren justement, le résumé de l'épreuve. Et juste avant de retrouver Nelson Montfort et la gymnastique, une petite page de réclame en couleur.